Bonsoir à tous. Baruch Hashem, on se retrouve ce soir, donc Leil Shishi. Jeudi soir, on a dit que c'était un soir spécial chez les Chassidim, puisqu'on se prépare à Shabbat. Et donc, quoi de mieux pour se préparer que de raconter l'histoire de la vie des Chassidim pour prendre exemple, pour s'inspirer d'eux. Donc, Bli Neder, on va essayer comme on peut, tous les jeudis soirs, de faire une petite vidéo comme ça sur la vie des Chassidim. Et donc, on va continuer avec Reb Mendel Futterfass. Donc, ce soir, Bezrat Hashem, deuxième épisode. L'Echaim. On a dit, donc, la semaine dernière, on a raconté un peu l'enfance de Reb Mendel. On a dit, Reb Mendel, c'était le troisième enfant de la famille. Il avait le grand frère, le frère aîné, qui s'appelait Reb Hanor Hendel. Et il avait une grande sœur qui s'appelait Esther Golda. Entre parenthèses, cette sœur Esther Golda s'est mariée plus tard avec Ben Sion Shem Tov. Et ils ont eu entre autres comme enfant Madame Bassi Azimov. Donc, Madame Bassi Azimov, la femme du Rav Shmuel Azimov, était en fait la nièce de Reb Mendel Futterfass. Je ferme la parenthèse. Et donc Reb Mendel, le troisième enfant, Menachem Mendel, comme le nom du rabbi, il a été appelé en réalité sur le nom de son père à lui, que son père malheureusement est décédé quelques mois avant sa naissance. Donc on a raconté que la mère de Reb Mendel, elle a dû travailler dur pour subvenir aux besoins de la famille. Et donc, elle a envoyé son fils étudier, vivre son enfance dans son village natal. Et donc, là-bas, il a été influencé notamment par son grand-père paternel, Reb Chaim Futterfass, mais aussi et surtout par sa grand-mère maternelle, qui s'appelait Rachel Léa. Et elle lui a fait, entre autres, rencontrer à plusieurs reprises le Rabbi Rachab. Donc ça, c'était l'enfance de Reb Mendel. Maintenant, on avance un petit peu. Quand il a 13 ans, il retourne en Ukraine, à Kharkiv, chez sa mère. Et pareil, sa mère, elle voit que l'environnement là-bas n'est pas un environnement qui va lui permettre de grandir et de s'épanouir. Donc elle va l'envoyer dans la ville de Kremenchug. La ville de Kremenchug en Ukraine, il y a énormément de contenu chassidique, il y a énormément d'histoires dans cette ville, il y a énormément de... C'était une ville connue de chassidim depuis des générations et des générations. Il y a des histoires, il y a une grande histoire avec la fille de l'Admor Hazaken, la Rebbetzin Freida, qui voulait être enterrée justement à côté de son père, et que c'est les chassidim de Kremenchug, il y a eu tout un massé. Il y a plein de nigunim, de Kremenchuger nigun, plein de nigunim. Donc c'était vraiment une ville, Baruch Hashem, la ville de Kremenchug en Ukraine, une ville où il y avait cette avira de chassidut et de avodat Hashem. Donc il a été envoyé là-bas à 13 ans, et en réalité de 13 ans à 18 ans, donc pendant 5 ans, il va rester là-bas à Kremenchug, et il va étudier dans le réseau des yeshivot clandestines de Lubavitch. Bien évidemment, c'était à l'époque en URSS, interdiction formelle de pratiquer quoi que ce soit comme religion, et donc si on voulait bien sûr étudier à la yeshiva, il fallait que ça soit fait clandestinement. Donc pendant 5 ans, de ses 13 à ses 18 ans, il est resté à Kremenchug étudier. Il raconte une histoire sympathique là-bas de cette époque-là. Juste après son arrivée à la yeshiva, il devait avoir 14 ans à peu près. Il raconte qu'il avait économisé pendant plusieurs mois pour payer un billet de train pour aller voyager chez le Rabbi Rayatz pour les fêtes de Tishri. Parce qu'entre-temps, le Rabbi Rachab était niftar, donc maintenant c'était son fils, le Rabbi Rayatz, le Rabbi. Et donc lui, à 14 ans, il a économisé la somme pour passer les fêtes de Tishri chez son Rabbi. Extraordinaire. Il se fait aborder par un ami à lui, un autre bachour qui s'appelait Tsemar Gourevitch, et qui lui dit, regarde, moi aussi j'ai envie d'aller chez le Rabbi, mais j'ai pas d'argent. Ce qu'on peut faire, j'ai un livre avec écrit en manuscrit beaucoup de discours du Rabbi Rachab. Est-ce que tu veux qu'on fasse un échange? Je te donne le livre de Chassidut, et toi tu me donnes le billet pour aller chez le Rabbi pour les fêtes. Reb Mendel, il a réfléchi, et après il a accepté. Il a dit ok. Il a donné son billet, il a récupéré le livre, et il a beaucoup étudié dans ce livre toute sa vie, parce que ce livre, il avait une valeur pour lui sentimentale extrêmement forte. Et plusieurs années après, il raconte qu'il y a un grand chassid, peut-être Bli Neder Bezrat Hashem, on en parlera aussi, Reb Itche Matmid, Reb Yitzhak Gourevitch, un grand chassid, que lui en fait c'était le père du Bachour Tsemar Gourevitch qui avait donné le livre à Reb Mendel.
Et donc Reb Hitche, à un moment donné, il voit Reb Mendel, bien des années plus tard, étudier dans un livre, il regarde et il voit qu'en fait, c'était son livre à lui à la base en fait. C'était ça le secret, c'est qu'en fait, le Bachour Tzemar Gourevitch, il a donné un livre à Reb Mendel en échange du billet, mais en fait, le livre, il appartenait à son père, à Reb Hitche. Et quand Reb Hitche, il voit ça, il dit, mais c'est mon livre. Alors Reb Mendel lui dit, non, regarde, il lui raconte l'histoire. À l'époque, ton fils, il me l'a vendu, je lui ai donné le billet pour aller chez le Rabbi. Alors Reb Hitche, il est embêté parce que c'est un livre, vous imaginez bien, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on peut aller dans n'importe quelle librairie, dans n'importe quel magasin, on peut acheter des livres de Chassidoute. Et on se rend plus compte, mais à l'époque, c'était les gens, ils écrivaient, ils répétaient, c'était des trésors. C'est toujours des trésors, mais on va dire, on se rendait plus compte de la valeur à l'époque. Donc Reb Hitche lui dit, regarde, c'est mon livre, je te le rachète. Dis-moi combien tu l'as payé, je te le rachète. Reb Mendel lui dit non. Reb Hitche lui dit, regarde, je te donne 2 fois le prix si tu veux. Mais juste rends-moi mon livre. Reb Mendel lui dit non. Même si tu me donnes, il lui dit, même si tu donnes 4 fois la somme, je ne te le donnerai pas. Alors Reb Hitche, pas qu'il s'énerve, mais il lui dit, je ne comprends pas. Ce livre, il est à moi. Et je te propose en plus de te le payer pour te le reprendre. Et toi, tu ne veux pas. Il lui dit, regarde, Reb Mendel, il dit, regarde, ce livre-là, je l'ai acheté avec quelque chose qui n'a pas de prix. J'ai donné mon Rosh Hashanah avec le Rebbe pour ce livre. Et au jour d'aujourd'hui, le Rebbe, il est parti. La fête, elle est passée. Et donc, ce que j'ai payé ce livre, c'est sans aucune... Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de valeur. Donc, même si tu me le rachètes, donne-moi l'argent que tu veux, je ne te le vends pas. Je le garde. Et Hitche, il a entendu ça, il a dit, ah, ok, il est à toi. Garde-le, il est à toi. Pas de souci. Intéressant. Bon, en tout cas, ça c'était donc de 13 ans à 18 ans, il est resté dans la ville de Kremenchug à étudier. Malheureusement, à 18 ans, quand il avait 18 ans, la yeshiva elle a été découverte par les bolcheviks. Et donc, les élèves, ils sont partis à droite à gauche. Donc, bien sûr qu'il a continué à étudier, mais c'était plus dans un endroit fixe, on va dire. C'était difficile parce qu'il fallait aller de ville en ville. Et à chaque fois, comme il raconte, il fallait déjà trouver de l'argent pour manger, pour payer les enseignants. Et il fallait même trouver de l'argent, il raconte, pour donner, pour soudoyer, entre guillemets, les shamashim des choules, les gens qui s'occupaient des choules, qui ouvraient les choules, etc., pour leur permettre de se faire héberger une petite semaine par-ci, une petite semaine par-là. Eux, bien sûr, les responsables des synagogues, s'ils hébergeaient, si on découvrait, si les Russes et les bolcheviks découvraient qu'ils hébergeaient une yeshiva, forcément qui risquait gros. Donc il fallait leur donner de l'argent pour qu'ils acceptent de prendre le risque qu'il y ait la yeshiva qui soit dans telle synagogue et dans telle synagogue. Donc c'était une période très très difficile qu'il a dû beaucoup se déplacer pour étudier. À cette époque-là, le grand mashpia, c'était Reb Yecheskel Feigin. Reb Yecheskel Feigin, qu'on appelait Reb Chache, c'était lui le mentor de Reb Mendel à cette époque-là, comme il raconte. Et Reb Mendel, il raconte justement le jeudi soir. On a dit jeudi soir, c'est un soir particulier. Jeudi soir, il dit dans la yeshiva, il y avait 3 groupes. Il y avait un groupe qui étudiait Niglé, qui étudiait la Gemara pour se préparer au Shabbat. Il y avait un groupe qui étudiait Chassidut. Et il y avait un 3e groupe de Bachurim qui rigolait un peu, quoi, qui Farbrengen, qui n'était pas dans l'étude, qui se renforçait autrement, on va dire, en rigolant. Voilà, vous avez compris l'idée. Et donc lui, il raconte que Mendel, il adorait la Gemara. Il était très 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 sérieux en Gemara. Et par contre, Chassidut, à cette époque-là, ça ne lui parlait pas. Donc lui, il disait, bien que j'adorais la Gemara, figurez-vous que le jeudi soir, je faisais partie du 3e groupe de Bachurim. Les Bachurim qui rigolent. Et donc Reb Chache Feigin, un jour, il a entendu parler de ce petit groupe de Bachurim là qui le jeudi soir faisait pas forcément ce qu'il fallait. Et donc, le lendemain, vendredi soir, il convoque Reb Mendel. Il lui dit, nous, t'as appris quoi comme... répète-moi un mahamar comme ça que t'as appris cette semaine, une idée dans Chassidut. Reb Mendel, il bafoue, il sait pas. Reb Chache, il le regarde et lui dit, écoute, si le vendredi prochain, tu connais pas un mahamar de Chassidut par cœur, t'es renvoyé de la yeshiva. Au revoir. Ni plus ni moins.
Si la semaine prochaine, tu ne connais pas un mamar de Chassidut par cœur, tu es renvoyé. Tu choisis. Mendel, il raconte que être renvoyé de la yeshiva, ce n'était pas une option. Il a trouvé un chaver, il a étudié toute la semaine. Il a appris le mamar par cœur. Vendredi suivant, Reb Chatshe lui dit, viens, nous, vas-y, récite-moi un mamar. Il lui récite le Maimer. Ah, il n'est pas renvoyé de la yeshiva, Baruch Hashem. Mais Reb Chatshe, il lui dit, tu as répété un mamar, mais on voit que tu n'as pas compris le inyan. On voit que tu n'as pas compris le inyan. Il lui demande, vas-y, raconte-moi, tu as compris quoi? Ah, il connaît le mamar, mais il connaît les mots du mamar, pas le contenu du mamar. Alors il lui dit, regarde, si tu te donnes autant de moyens dans Chassidut que tu te donnes de moyens en Gemara, tu vas réussir. Et il dit, c'est à ce moment-là qu'il a vraiment fait des efforts dans Chassidut. Et il remercie Reb Chatshe parce que grâce à lui, il a appris beaucoup de Chassidut par cœur. Et il dit que tout ça, ça lui a servi quand il était, comme on verra bien après, au Goulag. Il a passé 8 ans au Goulag, en Sibérie, au camp de travaux forcés. Et bien évidemment que là-bas, il n'y avait pas de livres, ni manuscrits, ni imprimés, ni rien du tout. Il n'y avait pas de livres là-bas pour étudier. Et grâce à toute cette chassidoute qu'il a appris justement à cette époque-là, que son mashpia Reb Chatshe Feigin lui a donné le goût de chassidoute, grâce à tous ces mahamarim-là qu'il a appris, il a pu tenir au Goulag sans avoir de livre sous les yeux parce qu'il s'est rappelé de ces inyanim de chassidoute. Donc voilà, on va peut-être finir une dernière histoire pour finir un peu cette partie de sa vie. Il raconte qu'à 24 ans, donc on a dit de 13 ans à 18 ans, il était à Kremenchug. De 18 ans à 24 ans, il a étudié toujours dans ce réseau-là clandestin, mais c'était pas dans une ville fixe, il voyageait. Et à 24 ans, il est devenu lui-même, si on peut dire un enseignant, ou en tout cas il dit un mentor, dans ce réseau-là. Il est devenu une partie du réseau lui-même. Il est devenu un enseignant, il est devenu un mashpia à 24 ans du réseau de Yeshiva. Et il raconte, juste pour finir, un petit mot comme ça intéressant. Il raconte que donc une fois il était dans un train, il allait en Ukraine justement à Kharkiv pour monter une yeshiva clandestine, pour monter une classe là-bas. Et il a rencontré dans le train un autre juif, un rav qui n'était pas un chassid, un rav non chassid, que lui aussi, pareil, il voyageait pour répandre la Torah en Russie. Et il dit, on voyait sur lui le don de soi. On voyait le sacrifice de soi quand il faisait ça. Et Ramanel, il continue à écrire, il dit, et vous me direz peut-être, mais chez les chassidim aussi, il y avait du sacrifice de soi. Et les chassidim aussi, ils se sacrifiaient. Ramanel, il dit non. Nous, on ne se sacrifiait pas. Pourquoi? Parce que c'était tellement rentré en nous le inyan de faire vivre Torah Mitzvot, de faire vivre un autre juif, de se donner pour un autre juif. C'est tellement rentré en nous ça qu'on ne peut pas parler chez les chassidim de sacrifice de soi. Ce n'est pas du sacrifice de soi, c'est nous-mêmes. On est comme ça, ce n'est pas un sacrifice. Par contre, pour lui, ce rave-là, qui n'est pas un chassid, alors oui, c'est un vrai sacrifice pour lui. Mais pour nous, les chassidim, non. Pour nous, c'est devenu Teivar Sheni. Voilà. Donc un grand lechaim, qu'on puisse se renforcer de la vie de Reb Mendel. Donc là, la dernière fois, on a vu son enfance. Cette semaine, on a vu plutôt ses années de Bachour, ses années de jeune homme. Et donc voilà, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on essaiera de voir quand il s'est marié, quand il a eu les enfants. Et petit à petit, on va avancer dans sa vie. Et Baruch Hashem, elle est très chargée. En tous les cas, les chaim, qu'on puisse se renforcer, qu'on puisse nous aussi, à leur image, essayer de devenir des chassidim du Rabbi encore plus forts dans toutes nos valeurs. Et voilà, un good Shabbos et des bonnes nouvelles.